On ouvre la deuxième page de ce 21-23. On part sur le terrain d'un fossé toujours plus grand entre l'Espagne et Israël. Alors que, vous le savez, la dernière étape de la Vuelta, le Tour cycliste en Espagne, a été annulée hier en marge de manifestations pro-palestiniennes. Alors, question ce soir, pourquoi l'Espagne est en pointe dans le combat pour Gaza? Et plus généralement, on parlera de toutes ces tensions où le sport rejoint la politique. Avec nous sur ce plateau, Fabienne Messica, bonsoir. Vous êtes membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme et co-responsable du groupe de travail discrimination, racisme et antisémitisme. À vos côtés, Patrick Martin-Genier. On vous retrouve avec plaisir, expert des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po, auteur de Vers une sixième République aux éditions Studirama. Et puis Juan José Dorado, bonsoir. Vous êtes journaliste et correspondant en France pour la presse espagnole. Alors tout de suite, on va voir ce qui s'est passé notamment en marge de ce tour cycliste de la Vuelta. Regardez le reportage de Mathilde Moreau et on en parle juste après. La dernière étape de la Vuelta, interrompue par des centaines de milliers de manifestants pro-palestiniens. Une image inédite. Pratiquement tous les jours, le Tour d'Espagne a été perturbé par des actions de militants. Ils dénoncent la présence de l'équipe Israël Premier Tech. La Russie a été bannie. Alors pourquoi avons-nous ce double standard? La Russie a envahi l'Ukraine. Israël envahit la Palestine. Aussi importante que puisse être la course cycliste du Tour d'Espagne, pour certains, ce qui se passe à Gaza est bien plus important. Plus de 24 heures après la fin de la course, le Premier ministre espagnol redit son admiration pour l'engagement de ses citoyens et demande plus de sanctions à l'encontre d'Israël. Je pense que les organisations sportives doivent se demander s'il est éthique qu'Israël continue de participer aux compétitions internationales. Pourquoi la Russie a-t-elle été expulsée après l'invasion de l'Ukraine et Israël ne l'est pas après l'invasion de Gaza ? Le ministre des Affaires étrangères israélien accuse le gouvernement espagnol d'avoir encouragé ces manifestants à sortir dans les rues. Un nouvel épisode de tension entre les deux pays. Les relations se sont dégradées dès mai 2024. Madrid reconnaît aux côtés de la Norvège et de l'Irlande l'État de Palestine. Israël décide alors de retirer son ambassadeur d'Espagne. Plus récemment, la semaine dernière, Pedro Sánchez annonce une série de mesures pour, dit-il, mettre fin au génocide. Parmi elles, un embargo sur les contrats d'armement avec Israël. Dès mardi dernier, une commande de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes de conception israélienne est annulée. À la suite de ces annonces, Madrid décide également de rappeler son ambassadrice en Israël. Une semaine de crise qui se termine par cette déclaration ce matin du ministre de la Culture. Si Israël participe à la prochaine édition de l'Eurovision, l'Espagne devrait boycotter l'événement. Juan José Dorado, dont vous connaissez parfaitement les deux pays, la France et votre pays natal, l'Espagne. Déjà, comment s'est passé, comment a été reçue cette annulation de la Vuelta, qui évidemment est un événement sportif emblématique pour les Espagnols? C'est un petit peu comme si en France, il n'y avait pas eu de finale du Tour de France et pas la dernière étape sur les Champs-Élysées. Comment ça aurait été perçu? Alors déjà, la plupart des Espagnols sont pro-palestiniens. C'est vrai que la plupart, il y a des sondages qui parlent de près de 70% des Espagnols sont d'accord avec le gouvernement dans le sens où il faut condamner les massacres qui sont commis du côté de Gaza par le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Et c'est vrai que les Espagnols, pour la plupart, n'ont pas critiqué énormément le fait ou les débordements qui se sont produits hier. Il faut rappeler quand même que les manifestations hier à Madrid, c'était autorisé. Le gouvernement espagnol avait autorisé. Et c'est vrai que le Premier ministre espagnol, le matin même, s'était déclaré fier des mouvements pro-palestiniens qui protestaient contre la présence de l'équipe israélienne dans la Vuelta. Alors effectivement, il y a eu, selon le préfet espagnol à Madrid, qui a déclaré ce matin que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de violence. Bon, vous en avez vu, il y en a eu quelques-unes. Ça aurait été beaucoup plus compliqué du côté français, mais c'est vrai que le gouvernement espagnol étant fier des manifestants, il n'y a pas eu d'énormes critiques, hormis celles qui sont faites par la classe politique espagnole, notamment des droites ou d'extrême droite, qui ont beaucoup critiqué et qui ont parlé du ridicule international que l'Espagne aurait fait avec cette annulation de la dernière étape de la Vuelta. Fabienne Messica, puis après Patrick Martin-Genier. Mais pourquoi l'Espagne, on en parle, est à ce point à la pointe du combat pour Gaza? Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors que je sais que c'est quand même... L'Espagne est un... je parle sous votre contrôle, mais c'est un pays qui a toujours des divisions, qui a beaucoup mis sous le tapis l'ère du franquisme. Encore aujourd'hui,
les familles espagnoles sont divisées là-dessus. Mais effectivement, pourquoi il y a cette unité espagnole sur Gaza et sur la Palestine? On rappelle, ça a été dit dans le sujet, mais que l'Espagne a déjà reconnu l'État palestinien. Alors, l'Espagne a été effectivement même un des premiers pays à reconnaître qu'il y avait un génocide et à se mobiliser sur ce sujet. Je pense qu'il y a une proximité, de toute façon, il y a une proximité de la gauche en général avec la cause palestinienne. C'est pas seulement en Espagne, donc je pense que c'est lié au fait que l'Espagne, c'est un pays de gauche aujourd'hui en Europe, un des rares. Donc, c'est pas surprenant. Et donc, l'Espagne, elle est à la pointe du combat pour les Palestiniens, comme elle est à la pointe du combat sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle est à la pointe de plein de combats qui sont des combats de la gauche, parce que l'affaire palestinienne renvoie à des questions coloniales et que la gauche est anticolonialiste, tout simplement. C'est dans l'ADN de la gauche de lutter contre le colonialisme. Donc, c'est tout à fait... c'est pas du tout surprenant. Et voilà. Patrick, je précise, vous avez employé le mot de génocide, et c'est voilà. Les historiens le diront. En tout cas, non, je dis que l'Espagne le considère comme un génocide. Considéré comme un génocide. En tout cas, voilà. C'est pas sur ce plateau, en tout cas, que moi je vais le trancher. Je ne dis pas mais que ça a été réglé d'un point de vue historique, puisqu'il faut toujours pas mal de temps pour ça. Mais voilà. Chacun fera son travail plus tard. Patrick Martin-Jeunier. Je crois malheureusement qu'on oublie qu'il y a eu le 7 octobre et le pogrom du 7 octobre 2023 en Israël, plus de 1000 morts, le plus grand pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été véritablement une fracture. Je ne dis pas qu'il faut légitimer tout ce que fait Israël à Gaza, mais en tout cas, on a oublié cela. Et maintenant, on oublie totalement ces victimes. Et je crois que, lorsqu'on parle de la reconnaissance d'un État palestinien, mais c'est quoi l'État palestinien? Pour l'instant, c'est le Hamas qu'on n'a toujours pas éliminé, une organisation terroriste qui continue finalement à gérer le Hamas. C'est le Hezbollah également dans le Sud-Liban, et donc tous ces gens qui veulent la destruction d'Israël. Donc je ne veux pas tout justifier, mais on oublie l'histoire proche des Israéliens qui ont été assassinés, des bébés qui ont été brûlés, des femmes qui ont été éventrées, et je crois qu'on oublie cela. Maintenant, la reconnaissance d'un État palestinien, c'était quelque chose qui était effectivement, disons, d'actualité avant le 7 octobre. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas éliminé tout cela, et encore une fois, je ne justifie pas tout ce qui se passe, notamment vis-à-vis donc de la Cisjordanie, je crois que c'est aujourd'hui prématuré. En tout état de cause, il s'agissait d'une manifestation sportive. Et lorsque je vois un Premier ministre qui est quand même responsable, qui doit gérer au nom de la population, qui est en train de féliciter les gens qui interrompent une manifestation sportive, je ne suis pas certain que tous les Espagnols l'acceptent. Et également les responsables des associations sportives. J'ai vu des réactions aujourd'hui indignées. C'est-à-dire, selon moi, ce n'est pas donc lors de manifestations sportives culturelles, même si on dit que les Russes ont été exclus de certaines manifestations, d'exclure ou décider d'exclure des personnes à raison de leur nationalité. Et j'ai vu que, par exemple, l'Espagne avait dit encore une fois qu'elle souhaiterait boycotter l'Eurovision si Israël y participait. Pour moi, c'est la totale confusion, c'est-à-dire qu'en empêchant une manifestation sportive de se dérouler normalement, on atteint aussi la démocratie, parce que le sport, c'est le sport, la politique internationale, c'est la politique internationale. Il appartient à Pedro Sánchez, dans son Parlement, de décider d'une politique vis-à-vis d'Israël, mais on n'a pas à tout mélanger, perturber et arrêter une manifestation sportive extrêmement populaire en Espagne. Et Juan de Rosé, sur les raisons, j'allais dire historiques, du fait que l'Espagne se défende, notamment défende Gaza, est-ce qu'il y a, encore une fois, ça n'est pas la même chose, antisionisme et antisémitisme, mais on sait que dans notre société, ça peut se confondre ou ça peut se manipuler aussi. Est-ce qu'il y a des phénomènes comme cela dans la société espagnole? On voit ailleurs dans d'autres pays. Il faut comprendre que l'Espagne est pro-palestinienne. D'abord, il faut voir qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne est gouvernée par un dictateur, par Franco. L'Espagne est complètement isolée au sein de l'Europe, et donc Franco il se rapproche des pays arabes. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, vous savez que l'Espagne ne reconnaît Israël qu'en 1986, et ce n'est pas une date anodine. Ce n'est qu'en 1986, et c'est la même année où l'Espagne va signer son adhésion à l'Union européenne. 38 ans après la création de l'État d'Israël. Voilà, et donc même le Portugal, qui est notre voisin, a reconnu... Et qui est une autre dictature à l'époque. Mais il a reconnu en 1977.
Donc, pour vous montrer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est qu'effectivement, l'Espagne se rapproche des pays européens, des pays arabes. Donc, la société espagnole, forcément, s'imprègne du cas palestinien avec la création de l'État d'Israël. Et vous rajoutez à tout ça qu'en 1955, l'Espagne n'était pas à l'ONU. Elle rentre à l'ONU en 1955 et donc elle n'a plus besoin de se rapprocher d'Israël ou d'avoir des bonnes ou mauvaises relations. Elle n'en a pas tout simplement à ce moment-là. Donc il y a cette histoire contemporaine qui fait que historiquement, l'Espagne est proche des Palestiniens. Et puis, n'oublions pas non plus, effectivement, je ne disais pas que tous les Espagnols sont d'accord avec ce qui s'est passé, mais les enquêtes montrent pratiquement 70% sont pro-palestiniens et qui comprennent la position du gouvernement espagnol avant les déclarations de ce matin du Premier ministre espagnol, où effectivement il a demandé l'exclusion d'Israël de toute compétition internationale. Forcément, l'argument qui vient, qui est utilisé en Espagne par les manifestants, c'est le fait effectivement que la Russie et la Biélorussie ont été exclus lors de l'invasion. Les Espagnols, et ça je tiens quand même à le dire, les Espagnols n'ont pas oublié le 7 octobre, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on critique Israël qu'on critique les Juifs. Ce n'est pas parce qu'on défend le peuple palestinien et les massacres qui sont commis qu'on oublie que le Hamas est un groupe terroriste. C'est vrai qu'à l'intérieur du gouvernement espagnol, c'est un gouvernement de coalition entre les socialistes et les radicaux, de la gauche radicale, et que les ministres de la gauche radicale depuis le 8 octobre et surtout depuis l'invasion de Gaza par Sall, font des déclarations à l'emporte-pièce qui peuvent... Est-ce que vous diriez que, parce que c'est vraiment pour faire comprendre à d'autres spectateurs, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui le gouvernement espagnol, c'est un petit peu comme si en France le gouvernement c'était PS et LFI et qu'ils n'étaient pas d'accord là-dessus? Aujourd'hui, c'est un gouvernement effectivement socialiste avec la gauche radicale, et une gauche radicale très proche, vous l'avez signalé effectivement, qui est très proche des causes indépendantistes, enfin des causes palestiniennes de façon générale. Mais l'Espagne n'a pas oublié, les Espagnols n'ont pas oublié ce qui s'est passé le 7 octobre. Oublié, mais ce qui m'étonne, si je peux me permettre, c'est qu'on ne parle même plus de la libération des otages israéliens, et ça on l'a complètement oublié. Oui. Alors qu'on soit à terme pour la création de 2 États, je suis d'accord, mais ça on l'oublie complètement. Aujourd'hui, les négociations de paix sont complètement gelées et on ne parle même plus de la libération des otages israéliens. Alors, ça doit être la priorité. Et ensuite, passer à une seconde étape, éventuellement la création d'un État palestinien vivant en coexistence pacifique avec Israël. Peut-être qu'Israël n'a pas aidé en allant bombarder le Qatar. Oui, voilà. Il y a une critique. On peut critiquer le gouvernement israélien, mais il y a quand même des dérives. La politique de M. Netanyahou. De M. Netanyahou. Ce qui est différent. Peut-être, si vous permettez, en matière de vie humaine et de protection de la vie humaine, il n'y a pas de hiérarchie. On est bien d'accord que les otages, c'est important, comme toute la population civile palestinienne en souffrance aujourd'hui, c'est important. Donc, on ne fait pas de hiérarchie. Sur la question de ce qui s'est passé, nous, à la Ligue des droits de l'homme, nous sommes opposés au boycott culturel et artistique. Nous sommes... Voilà. En revanche, il faut quand même... On ne peut quand même pas dire que le sport s'est complètement dépolitisé. C'est pas vrai en fait, parce que ça n'a jamais été dépolitisé, parce que c'est quelque chose de populaire dans lequel on essaye de faire passer des choses. Or, il se trouve que le propriétaire de cette équipe de cyclisme, qui est un homme d'affaires, ne s'est jamais caché ni de ses sympathies. Parce que c'est un homme d'affaires israélo-canadien qui finançait, qui sponsorisait une des équipes cyclistes de la Vuelta. Et rapidement, il ne s'est jamais... l'équipe, elle n'est pas forcément israélienne. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne sont pas israéliens dans l'équipe. Voilà. Il y avait un sponsor. Quoi. Voilà. Il ne s'est jamais caché ni de sa proximité avec Netanyahou, ni finalement du fait qu'il utilisait un peu ça pour faire de la propagande, de faire une propagande pro-israélienne. Donc ça explique aussi le fait que les gens descendent dans la rue pour s'opposer à la présence de cette équipe. Et ça, c'est la liberté des citoyens de désigner des gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et même si nous sommes contre le boycott, nous pouvons comprendre des mouvements de citoyens qui interviennent dans la rue pour dénoncer le fait que quelqu'un qui est d'accord avec ce que fait le gouvernement israélien actuellement, peu importe comment on l'appelle, mais on est quand même d'accord que ce sont quand même des crimes contre l'humanité.
si on n'est pas d'accord sur le mot génocide, peu importe, mais au moins des crimes contre l'humanité, quelqu'un qui soutient ça, en tant que citoyen, on peut descendre dans la rue pour manifester son opposition. Et d'ailleurs, puisque vous en parliez, ça va me permettre d'aborder cette thématique-là. On parlait du sport, on parle de la culture, où là encore, ça se mélange. On sent qu'il y a des réactions épidermiques et très passionnées, et c'est normal vu les tragédies qui se passent dans cette région. Il y a quelques jours, un chef d'orchestre israélien a été finalement, je crois, interdit en Belgique de jouer. Regardez hier ces images. On vous emmène dans la cérémonie des Golden Globes à Los Angeles hier soir. Hein, ce sont les Oscars pour les séries télévisées. Vous voyez Javier Bardem, icône nationale du cinéma espagnol et américain, mais il est espagnol d'origine et qui porte un kéfier palestinien. Et puis, écoutez ce qu'a dit dans son discours Anna Einbinder. C'est celle qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle monte sur scène et vous allez voir ce qu'elle dit. Écoutez-la, on l'écoute. Go Birds, and Free Palestine. Thank you. Voilà. Free Palestine, que la Palestine soit libre. Alors avant, pour nos téléspectateurs, hein, elle a dit aussi littéralement fuck ICE. ICE, c'est le nom de la police fédérale américaine qui fait la chasse aux migrants et aux sans-papiers. Ça a été coupé, il y a eu un bip. Et par contre, le network américain a laissé le Free Palestine. Et puis aujourd'hui, l'Espagne, je crois, qui dit justement, on l'a entendu, peut-être qu'il va falloir boycotter l'Eurovision si Israël y participe. Que pensez-vous de voilà, est-ce que le sport, on en a parlé, est-ce que la culture doit s'immiscer dans la politique, ou est-ce que c'est justement le rôle de la culture de s'immiscer dans la politique ? Bon, nous, encore une fois, je voudrais quand même insister qu'on est en partie d'accord avec du boycott. Par exemple, on est pour le boycott des produits qui viennent des territoires occupés par Israël en Palestine. On vient de publier avec 136 organisations une lettre adressée à l'Europe, donc au Conseil de l'Europe, où on demande que tout commerce avec les territoires occupés soit interdit par une loi, où on demande aussi que les entreprises soient informées que c'est interdit, etc. On fait toute une campagne qu'on pourra appeler une campagne de boycott, mais c'est une campagne de boycott par rapport aux territoires occupés et par rapport au non-respect du droit international par Israël, y compris quand ça concerne l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël, où l'article 2 conditionne cet accord au respect d'un certain nombre au respect des droits de l'homme, globalement, et donc nous, on demande sa suspension. Ça, on peut appeler ça du boycott, si vous voulez, mais c'est un boycott extrêmement ciblé, un boycott économique et voilà, et géographique, voilà, et très clair, qui d'ailleurs exprime notre position sur les deux États. Vous n'appelez pas un boycott sur les produits israéliens au sens dans là. Leur ensemble, non. Non, on n'appelle pas un boycott économique total d'Israël. On est encore une fois sur des choses. Par contre, la suspension de l'accord UE-Israël, c'est quand même arrêter un système, disons, de privilèges pour Israël, puisque, comme un pays européen, ils n'ont pas de droit à payer, etc. Donc ça, on demande la suspension. Mais ça, c'est parce que c'est le respect de l'article 2. Par contre, en ce qui concerne les artistes, il y a eu une pétition de 150 artistes internationaux pour demander le boycott des artistes israéliens récemment. Hein. Je rappelle que par ailleurs, il y a eu 300 artistes. C'est 300, non 1500, 3000, pardon. 3000 artistes israéliens. C'est beaucoup, 3000 artistes israéliens. Il n'y a que 9 millions d'Israéliens. Donc 3000 artistes israéliens qui ont écrit une pétition pour demander l'arrêt de la guerre et condamner la politique de Netanyahou à Gaza et condamner l'occupation, etc. Ces artistes-là, ils ne trouvent plus de travail en Israël après avoir signé une telle pétition. Donc, vouloir qu'on boycotte des artistes israéliens alors que quand même dans le monde de la culture, il y a des gens qui s'opposent à la politique de Netanyahou, c'est pas un truc... Je précise d'ailleurs que le chef d'orchestre dont on parlait tout à l'heure, qui joue en Belgique,
Je crois qu'on l'a annulé parce qu'il n'avait pas assez clarifié sa position. Il n'a jamais dit, par exemple, qu'il était pro-Netanyahou. Patrick Martin-Jeunier, est-ce que il y a eu ça dans le sport? On se rappelle aussi des athlètes russes face à l'Ukraine, etc. C'est pas facile comme débat. C'est quoi? C'est à chaque fois du cas par cas? C'est à chaque fois de la... Oui, alors ce sont aux organisations sportives, le comité olympique international ou le comité de l'Eurovision, de décider. Mais vous savez, s'ils devaient exclure Israël, mais on exclurait les 3/4 des pays, parce que les démocraties, ce sont sont minoritaires. Hein. Et pourquoi on n'éliminerait pas, par exemple... Et de plus en plus. Voilà, il y en a de plus en plus. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre la culture et la politique, même si je suis d'accord avec vous, la culture finalement est aussi éminemment politique, on est bien d'accord. Un artiste a le droit de mettre sa notoriété au service d'une cause. Mais l'artiste que vous avez montré, c'est à Hollywood, je crois, aurait dû dire eh bien, il faudra la paix, il faudra peut-être que la Palestine devienne un État. J'aurais aimé qu'elle dise aussi, lors de cette manifestation de remise de prix, qu'il fallait libérer les otages israéliens. Donc, vous voyez, il faut être extrêmement prudent dans son engagement. Je comprends tout à fait que les artistes défendent une cause, mais là, c'était pas nécessairement le lieu, et je crois qu'il faut qu'ils soient extrêmement prudents, parce que, vous savez, la chanteuse israélienne, l'année dernière, ou même il y a 2 ans, ce sont des artistes qui sont obligés d'avoir une série de gardes du corps et de police pour les protéger. Et ces personnes, ces artistes israéliens, ils sont en groupe, les musiciens, qui chantent également, ne sont plus en situation de se déplacer librement. Ils ont peur pour leur sécurité lorsqu'ils se déplacent. Donc je trouve que c'est pas normal. Même si, encore une fois, un artiste, de façon raisonnable, peut mettre sa notoriété au service d'une cause. Mais là, il faut vraiment être extrêmement prudent. Et pour ma part, je ne suis pas partisan du boycott d'Israël. Alors, pour aller retourner sur le terrain et nous ramener un petit peu à ce qui se passe en France, mais je voudrais aussi solliciter votre avis, Juan Rosé. On va d'abord regarder un reportage de Jeff Wittenberg, parce que, vous le savez, Emmanuel Macron doit reconnaître l'État de Palestine le 22 septembre prochain à New York. Et ce jour-là, eh bien, Olivier Faure, le patron du PS, demande à ce que les drapeaux palestiniens flottent sur les frontons de toutes les mairies de France. On regarde la proposition, la demande d'Olivier Faure, et on en parle juste après. Regardez. Hisser le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie, comme l'avait fait en juin le maire socialiste de Saint-Denis ou encore la maire écologiste de Besançon. Ce geste, le premier secrétaire du PS propose de le rééditer le 22 septembre, le jour où, à l'ONU, Emmanuel Macron reconnaîtra l'État palestinien. Il ne s'agit pas de pavoiser pendant toute l'année avec les drapeaux palestiniens, mais ce jour-là, faire en sorte que la France, dans sa diversité, dise que nous sommes à côté du peuple palestinien. À Saint-Denis, où le maire Mathieu Hanotin est donc prêt à remettre ce drapeau que le préfet lui avait demandé de retirer, les habitants sont partagés. Plutôt contre, pour éviter que justement il y ait des tensions de chaque côté. Pour, hein. Ça permet aussi de montrer un peu notre solidarité au peuple palestinien. Entre controverses politiques et rappel à l'ordre, Bruno Retailleau, lui, invoque la justice qui a tranché ces drapeaux, porte atteinte au principe de neutralité des services publics. Il y a suffisamment, écrit-il, de sujets de division dans le pays pour ne pas importer le conflit du Proche-Orient. Quant aux représentants de la communauté juive, ils interpellent Olivier Faure. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu Olivier Faure demander à ce que les portraits des otages soient affichés dans les mairies, ou demander même à ce que les drapeaux de pays que la France a récemment reconnus, je pense au Kosovo, il y a une quinzaine d'années, au Soudan du Sud, soient hissés sur les mairies. C'est le reflet de sa stratégie de surenchère, une surenchère clientéliste. Alors les maires socialistes écouteront-ils leur leader? À Saint-Ouen, Karim Bouamran a un autre projet. Nous allons évidemment afficher haut et fort le drapeau de la Palestine avec le drapeau de la paix et le drapeau d'Israël. Ce ne sont pas les Israéliens contre les Palestiniens, ce sont uniquement ceux qui défendent la paix contre ceux qui défendent la guerre. Selon nos informations à Montpellier, autre ville socialiste, le maire Michael Delafosse lui aussi affiche les 2 drapeaux dans une salle à l'intérieur de la mairie. Juan Rosé Dorado, est-ce qu'en Espagne ça s'est passé comme ça quand l'Espagne a reconnu la Palestine, ou est-ce que ce serait possible d'avoir en Espagne sur des mairies espagnoles le drapeau palestinien? Lors du passage du Tour d'Espagne, il y a eu des mairies qui ont effectivement hissé le drapeau palestinien, mais comme on a hissé le drapeau de l'Ukraine lors de l'invasion par la Russie, et comme on a hissé dans certaines mairies le drapeau israélien lors des attentats du 7 octobre. Donc en fait, en Espagne, légalement, vous n'avez pas le droit de le faire, mais énormément de mairies l'ont fait, que ce soit avec la Palestine, l'Ukraine,
l'Ukraine. Et l'Ukraine, je crois que le tribunal administratif a reconnu d'ailleurs que c'était légitime, c'était un geste de soutien envers des populations agressées. Alors après, le débat forcément peut être le même sur Gaza. Donc, votre réaction rapidement, donc Patrick et Fabienne, sur le 22. Le tribunal administratif de Nice a enjoint aussi à M. Estrosi, maire de Nice, de retirer le drapeau israélien parce qu'il était sur le frontispice de la mairie. Il y a des édifices publics qui représentent la République française et donc seul le drapeau français et européen, que ce soit sur les tribunaux, les mairies ou les autres édifices, ont le droit d'y figurer. Maintenant, la solution intelligente, c'est effectivement de disposer des drapeaux en bas dans une salle ou donc sur le parvis de la mairie, parce que ça ne représente pas la mairie en tant que telle, la République française. C'est un geste de soutien. La ville de Paris avait mis ça également sur le devant d'hôtel de ville de Paris, le drapeau ukrainien, le drapeau israélien. Mais en aucun cas, il doit être affiché comme représentant de la République française, y compris d'ailleurs le drapeau ukrainien. On peut soutenir l'Ukraine en mettant un drapeau dans une salle de la mairie. Fabienne, votre réaction, le mot de la fin. Vous pensez que c'est ce qu'il faut faire le 22 ? Ça vous choque ? C'est pas à moi de décider ce qu'il faut faire, mais c'est un geste symbolique que je ne rejette en aucun cas, qu'il soit accompagné d'un drapeau de la paix, d'un drapeau israélien, ou qu'il soit tout seul. De toute façon, c'est provisoire. C'est un moment symbolique où on affiche quelque chose, comme ça a été fait au moment du 7 octobre, où il y a eu des expressions de solidarité avec Israël, ce qui était justifié aussi. Voilà. Bon, eh bien merci, on en reparlera tous les trois le 22 septembre prochain, lorsqu'Emmanuel Macron devrait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.